Encore une citation sur l'inégalité. Inégalité. Aussi, Jacques le fataliste et son maître. Oui, Jacques. C'est Jacques qui parle. Il fut arrêté que vous auriez le titre et que j'aurais la chose. Le titre de maître et la chose, le pouvoir. On comprend ça dans ce qui précède. Si vous vouliez vous opposer à la volonté de nature, vous n'y feriez que de l'eau claire. Le maître. Mais à ce compte, ton lot vaudrait mieux que le mien. Jacques. Qui vous le dispute? Le maître. Mais à ce compte, je n'ai qu'à prendre ta place et te mettre à la mienne. Jacques. Savez-vous ce qui en arriverait? Vous y perdriez le titre et vous n'auriez pas la chose. Restons comme nous sommes fort bien tous deux, et que le reste de notre vie soit employé à faire un proverbe. Le maître, quel proverbe? Jacques. Jacques mène son maître. Jacques mène son maître, c'est une des petites citations qui se trouve sur le portrait de Denis Diderot, sur la couverture d'Esprit de Diderot. Bon. Et je voudrais dire un mot de ce portrait, parce que mon impression, c'est que c'est le plus beau portrait qui ait jamais été fait de Denis Diderot. Alors, il y a toute une histoire des portraits de Diderot, d'autant qu'il a commenté lui-même les portraits, les siens et ceux des autres, dans les salons. La plupart du temps, il trouvait que les portraits de lui-même n'étaient pas du tout ressemblants, ne lui étaient pas ressemblants. Il a par exemple beaucoup critiqué un portrait, par ailleurs admirable, de Vanloo, qui présente Diderot comme quelqu'un de beaucoup trop sage, de beaucoup trop bien habillé, de beaucoup trop sérieux. Bon. On a d'autre part beaucoup admiré un portrait de Diderot de Fragonard, dont on a dit tout récemment qu'en fait c'était pas du tout Diderot qui était portraituré. Bon. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que des gens puissent continuer à apprécier ce portrait comme un portrait de Diderot, peu importe. Bon. Mais ce portrait-là est un portrait inspiré d'un des portraits que Diderot trouvait ressemblant, de Madame Terbouche. Et c'est un portrait fait par une artiste peintre de grand talent d'aujourd'hui, qui s'appelle Béatrice Turcandozet, à qui j'ai demandé ce portrait parce que j'avais vu d'elle des portraits d'écrivains publiés dans la presse, comme celui de Kafka, celui de Proust, où elle avait eu l'élégance et la délicatesse de superposer des textes manuscrits ou parfois réécrits par elle en s'inspirant des manuscrits des auteurs, en superposition au portrait. Bon. Et c'est quelque chose de très important, c'est que donc l'écrivain, c'est un être humain comme nous tous, c'est un regard, et puis c'est en même temps une écriture. Bon. Et la superposition des deux donne de la chair à sa chair, disons. Bon. Et alors Béatrice Turcandozet a superposé un manuscrit de Diderot, ce portrait librement inspiré d'un portrait ancien, et puis encore 5 ou 6 petites citations très brèves que je vais tenter de lire et que certains iront lire à la loupe. Donc sur le front de Diderot, il y a cette inspiration, là, ce mouvement, cette chimère. Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire, cet espoir. Derrière sa nuque, est-ce que l'on sait où l'on va? Devant sa bouche, Jacques mène son maître. Un peu en dessous, élargissez Dieu. Et puis tout à la fin, et c'est aussi dans l'esprit de Diderot, je crois, et on s'est beaucoup amusé, Éric Van Zillegem et moi-même, qui ne cessions de commenter ensemble des 1000 citations de Diderot pour en choisir pour ce petit esprit de Diderot, environ 200. Nous n'étions pas toujours d'accord, ô combien, et nous apprécions de ne pas l'être. Donc il y a cette phrase de Diderot, et ils avaient tous les deux raison. Tous deux raisons. Magnifique. Bon, quelques-unes au hasard. Diderot est un des très rares donc athées de son temps. Mais ce qui me plaît infiniment, c'est que c'est un athée qui sait que nous avons tous besoin de croire, plus ou moins tous, en quelque chose. En soi-même, évidemment, et c'est difficile, c'est peut-être le plus difficile, en l'amitié, en l'amour, en la politique. Alors il y a une toute petite citation très drôle, mais qui est en dialogue exprès. Éric Van Zillegem et moi avons souhaité que on ne croit pas que des citations de Diderot, disons, ont la même forme que des maximes de La Rochefoucauld. Et c'est souvent du dialogue. Jacques le fataliste, c'est son maître. Le maître. Jacques,
quel diable d'homme es-tu? Tu crois donc? Jacques, je ne crois ni ne décrois. J'en lis une autre? Oui. Bon. Quelques-unes. Oui. Diderot est un philosophe qui... Je reviens à mon idée sur les individus et le collectif, qui pense, après d'autres, comme Leibniz, mais en s'opposant totalement à l'idéalisme du philosophe allemand, écrivain en français d'ailleurs, Leibniz, que chaque élément de la nature est différent de tous les autres éléments. Mais il pense en même temps que tout est lié. Ils sont tous liés entre eux. Et alors, il y a, je vais en lire deux citations qu'on a mises les unes à côté des autres dans le petit regroupement différence. Une formule qui plaira beaucoup aux scientifiques, je pense. Une question dans le rêve de d'Alembert. Y a-t-il un atome en nature rigoureusement semblable à un autre atome? Et puis une formule qui pourrait plaire à d'autres sensibilités, à moins, je l'espère que certaines personnes aient encore, on retrouve le goût, ou aient toujours gardé le goût des sciences, des arts et de la littérature et de la politique, etc., associés, mélangés, à propos de la différence. Jamais, depuis que le monde est monde, deux amants n'ont dit identiquement « je vous aime ». Et dans l'éternité qui lui reste à durer, jamais deux femmes ne répondront identiquement « vous êtes aimés ». Et ça, c'est dans la promenade Vernet qui commente des tableaux. C'est-à-dire que Diderot passe tellement sans cesse par association d'idées, d'une idée à une autre, d'un domaine à l'autre, qu'il est capable de réfléchir à la manière dont chaque couple d'amants se dit « je vous aime, vous êtes aimés », dans la différence, à chaque fois différemment, à propos de tableaux qu'il commente pour des expositions. On pourrait énumérer tous les genres littéraires et souvent on constate que Diderot est partout novateur. Je voudrais vérifier cela un peu plus. Novateur, cela vaut aussi pour la fiction? Alors, absolument pour la fiction. Donc là, il vaut mieux que je parle de Jacques le Fataliste et son maître, même si d'autres textes sont très intéressants de ce point de vue. Donc, Jacques le Fataliste et son maître a été publié après la mort de Diderot en 1796. Au moment où il paraît, comme c'est un texte qui propose une critique radicale de l'idée de liberté, c'est-à-dire que Diderot ne croit pas au libre arbitre, à la liberté absolue d'un dieu ou d'un être humain. Il croit que quand nous agissons, que nos actions sont l'effet de différentes causes. Mais en même temps, paradoxe, si nous arrivons à connaître les causes qui nous font agir, nous pouvons peut-être agir sur ces causes et finalement nous libérer. C'est-à-dire qu'il ne croit pas du tout dans la liberté, dans le libre arbitre, mais il veut essayer de se libérer lui-même et de libérer les autres. Bon. Il ne croit pas dans le libre arbitre, il croit dans la libération, disons. Son texte, donc, est très violemment critiqué, notamment par les contre-révolutionnaires, en 1796, parce que s'il ne croit plus en la liberté, il ne croit plus en la morale, il détruit tous les fondements de la religion. Des gens modérés du côté des Lumières ou de la Révolution sont inquiets aussi de son texte. Pendant un siècle et demi, Jacques le Fataliste est considéré comme un très mauvais texte philosophique, qui part dans tous les sens, on ne sait pas où il va, et comme un très mauvais texte littéraire, parce qu'il est mal construit. Il a fallu attendre... Trop neuf pour son époque. Oui. Même s'il s'inspire de textes précédents, comme par exemple le magnifique livre dont j'ai peur de ne pas retrouver le nom, dans Stern. Ça me reviendra peut-être. Bon. Et aussi des romans picaresques, et peut-être aussi de Don Quichotte auparavant. Un siècle et demi pour que finalement les nouveaux romanciers, le nouveau roman, après-guerre, admirent Jacques le Fataliste. Mais quand les nouveaux romanciers disent que Jacques le Fataliste est un très grand texte qui n'est pas dans les conventions classiques d'un roman classique, en fait, c'est une époque où on est déjà dans l'idée d'une littérature dissociée de la philosophie, de la politique, etc. Et, pardon, alors, en fait, Jacques le Fataliste casse la croyance
dans la linéarité de la fiction. L'histoire n'est plus simplement ordonnée, un début, une fin tranquillement. Bon. Mais en faisant cela, Diderot en fait s'interroge en même temps, ce que ne disaient pas vraiment les nouveaux romanciers, sur le sens de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont il propose une forme romanesque discontinue et enfin, dont son expression, son mode d'expression correspond à une critique de la croyance en un Dieu qui a donné un sens à la vie et au monde. Donc c'est à la fois un grand texte littéraire et philosophique, c'est indissociable. Novateur, cela vaut aussi pour le théâtre? Alors je connais moins la question, mais il fait partie, et peut-être même il devance certains autres, comme Louis-Sébastien Mercier, de ceux qui ont déplacé totalement la scène et ce qu'il y a à voir d'essentiel de ce que des grands auteurs du XVIIe siècle pouvaient présenter, les histoires de rois ou reprenant des éléments de mythologie. Et il va, entre autres choses, c'est un des éléments importants pour son théâtre, vers des scènes, on dirait des scènes de la vie quotidienne. Bon. C'est ce qu'on a appelé le drame bourgeois, donc ça c'est une chose importante. Ensuite, c'est quelqu'un qui aussi réfléchit beaucoup sur le jeu des acteurs. Alors, donc il y a ce texte magnifique, le paradoxe sur le comédien. Oui. Bon. Il explique que l'excellent comédien, celui qui fera sortir les larmes des spectateurs, par son émotion, est quelqu'un qui est d'une extrême froideur et qui saura contrôler parfaitement son jeu pour faire croire à son émotion. Bon. Donc là, c'est l'exact opposé de la technique de l'acteur studio, par exemple. Bon. Il y a d'autres choses encore, mais bon. Novateur pour la critique d'art? Pour la critique d'art, donc c'est un travail extraordinaire que fait Diderot. Il envoie donc justement dans cette revue manuscrite la correspondance littéraire pour ces princes qui, pendant un temps, donc qui lui permettent aussi de vivre, puisque finalement Catherine II de Russie achètera sa bibliothèque et ses manuscrits, et donc lui donnera une grosse somme d'argent. Il vend aussi des tableaux pour ces princes, pour Catherine II de Russie. Il commente les expositions, les salons, qui ont lieu tous les 2 ans, si je ne me trompe, au Louvre. Et il le fait avec une telle liberté de ton, sous forme de dialogue parfois, souvent, en mêlant la réflexion sur les sensations que produisent les tableaux et sur les idées, disons, qu'il produit, disons, une critique d'art que je dirais profondément subjective et inspirée, disons, avant un Baudelaire. Donc en cela, il est très important aussi. En fait, Diderot est-il plutôt écrivain ou philosophe? Merci de la question. La réponse, absolument ni l'un ni l'autre, les deux à la fois. C'est-à-dire que si c'est un si grand philosophe, c'est parce que il sait qu'on ne peut pas penser sans un travail d'écriture. Et que souvent, parfois, peut-être toujours, la pensée vient aussi de cette écriture, ou du regard qu'on porte sur ce qu'on vient d'écrire. Pourquoi avez-vous préféré d'établir un choix de citation au lieu d'écrire une monographie sur Diderot? Pourquoi as-tu préféré d'établir un choix de citation au lieu d'écrire une monographie sur Diderot? Alors, Eric Van Tilgem et moi-même avons pensé que donc, le tricentenaire, c'était l'occasion pour que un plus large public qu'auparavant accède à l'œuvre de Diderot, dont je rappelle que donc elle ne fait que nous arriver progressivement depuis 2 siècles. Donc là, maintenant, on peut dire qu'on connaît à peu près tous les textes, mais ça a mis tellement de temps. Pensons à Jacques le Fataliste, donc bien reconnu comme une grande œuvre depuis 50 ans, même si Goethe l'avait adoré 200 ans avant. Alors, le projet a commencé en fait par un projet d'exposition de Diderot dans l'espace public. J'avais d'abord en tête, finalement ça n'a pas pu se faire, un Diderot dans le métro, c'est-à-dire la circulation de petits extraits de Diderot dans le métro
parisien, et puis le RER, le train qui va jusqu'aux plus lointaines banlieues, disons. Bon. Finalement, une exposition s'est faite à l'université Diderot, mais ce n'était pas suffisant, et ce petit livre, Esprit de Diderot, là, ce choix de citation, est d'abord une invitation à découvrir les œuvres elles-mêmes. Bon. Alors il y a une introduction, il y a une bibliographie, il y a une réflexion sur la chronologie, donc il y a des éléments pour comprendre aussi, mais il y a surtout une invitation à découvrir toute son œuvre. Bon. Et puis, c'était aussi, disons, l'occasion de montrer la pensée paradoxale de Diderot. Comment Diderot ne formule jamais, disons, des vérités éternelles, hein, mais suggère des idées, et puis parfois, d'une phrase à l'autre aussi, se déplace, va d'une idée vers une autre. Tu avais encore choisi quelques autres citations. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être... alors, il y en a une que j'adore, c'est celle d'un athée qui réfléchit à ce que peut être la vie après la mort. Parce que quand Diderot affirme quelque chose, croit en quelque chose, que Dieu n'existe pas, pour lui, c'est jamais un dogme et une réponse définitive, c'est le début de nouvelles questions. Bon. Si Dieu n'existe pas, si on meurt vraiment quand on meurt, alors comment fonder la morale si Dieu n'existe pas? Et puis, comment essayer de survivre d'une manière ou d'une autre? Par les publications, mais pas seulement. Donc, il y a parmi la trentaine de regroupements de thèmes, il y a le thème mort. Et je lis une citation. « Ceux qui se sont aimés pendant leur vie et qui se font inhumer l'un à côté de l'autre ne sont peut-être pas si fous qu'on pense. Peut-être leurs cendres se pressent, se mêlent et s'unissent, que sais-je. Peut-être n'ont-elles pas perdu tout sentiment, toute mémoire de leur premier état. Peut-être ont-elles un reste de chaleur et de vie dont elles jouissent à leur manière, au fond de l'urne froide qui les renferme. Ô ma Sophie, il me resterait donc un espoir de vous toucher, de vous sentir, de vous aimer, de vous chercher, de m'unir, de me confondre avec vous quand nous ne serons plus. » Et alors ça, c'est une citation des Lettres à Sophie Volant. Et la correspondance de Diderot est aussi, comme les salons ou comme l'encyclopédie, un massif immense qui a été découvert progressivement et qui vient d'être réédité là, dans une belle édition par Odile Richard-Pochet et Marc Buffat. Donc c'est la dernière édition des Lettres à Sophie Volant en date. Qu'est-ce qu'il dit de la religion là? Alors, ça c'est la citation la plus courte que nous ayons trouvée, et nous avons fait appel aussi à beaucoup de... je croyais que... Pardon, nous avons fait appel à beaucoup de diderociens spécialistes. Nous leur avons demandé quelles sont les phrases ou les passages, les petits bouts de dialogue que vous aimez le plus. Parce que je crois aussi que c'est très subjectif et que c'est intéressant de demander à chacun quelles phrases les portent, lesquelles ils aiment. Alors celle-ci vient d'un grand spécialiste de Diderot, Pierre Chartier. C'est dans les Pensées philosophiques. C'est la plus courte. Élargissez Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est assez extraordinaire. C'est difficile à interpréter parce que Dieu, pour les théologiens, les philosophes, c'est ce qu'il y a de plus, non pas seulement immense, mais infini. Donc on ne peut pas l'élargir. Bon. Donc c'est une sorte de drôlerie et c'est impossible. Bon. Mais en même temps, c'est aussi élargissez votre conception de Dieu. Si bien que ce n'est pas forcément... Enfin, c'est une pensée subversive, c'est sûr, mais ce n'est pas forcément un athée qui se moque de la religion et de la croyance. Ça peut être quelqu'un qui appelle à ce qu'on ait une vision large, plus large. Profitez-en. Du sens profiter de Dieu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a été dénoncé comme un horrible dogmatique anti-religieux, hein. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est tolérant et ouvert à la fois. Je prendrai un exemple, son magnifique roman La religieuse est un texte qui, contrairement à ce qu'on a cru, et une adaptation cinématographique a été censuré du temps de Malraux à cause des oppositions de l'Église française, hein, La religieuse de Rivette. Ce n'est pas un texte contre la foi, c'est un texte qui s'oppose au fait qu'on puisse enfermer des jeunes filles dans un couvent sans qu'elles le souhaitent.
Donc, invitation à penser autrement l'idée de Dieu et de la foi. Je vois encore une citation des Lumières, là. Encore une autre. Alors, pour répondre au rapport entre Diderot et Voltaire, peut-être, à propos des Lumières, justement. Il vient un temps, écrit Diderot à Voltaire, hein, c'est une lettre, il vient un temps où toutes les cendres sont mêlées. Alors, que m'importera d'avoir été Voltaire ou Diderot, et que ce soit vos 3 syllabes ou les miennes qui restent. Il faut travailler, il faut être utile, et on doit compte de ses talents d'être utile aux hommes. Bon, c'est une belle formule qui... Bon. Ensuite, je voudrais encore savoir quel livre de Diderot recommandes-tu aujourd'hui pour commencer à le lire? Bon, peut-être qu'une bonne réponse serait que chacun trouve son plaisir. Oui, pardon. Excuse-moi. Quel livre de Diderot recommandes-tu aujourd'hui pour commencer à le lire? Alors, peut-être que chacun pourrait trouver son bonheur en partant de la diversité des presque 200 citations là, que nous avons mises en place dans l'esprit de Diderot et choisi son texte. Bon. Donc, j'ai un ami mathématicien qui connaissait mal Diderot et qui a découvert que Diderot a commencé par faire des mémoires de mathématiques et qui est en train de les chercher depuis qu'il a découvert cet esprit de Diderot. Alors cela dit, moi je conseillerais à ceux qui n'ont pas le bonheur encore de connaître Jacques Le Fataliste et son maître d'aller lire cela, hein, et de s'amuser de la manière dont Diderot s'amuse contre les lecteurs en lui disant mais vous comprenez rien, bon, et finalement créer une complicité extraordinaire avec les lecteurs. Et puis comme je crois que notre monde a beaucoup besoin aujourd'hui de croire à nouveau dans l'imagination politique, il y a une utopie de Diderot qui est extraordinaire, qui est aussi riche probablement que la première utopie écrite par Thomas More au début du XVIe siècle. Et cette utopie, c'est le supplément au voyage de Bougainville. Mais en fait, il faudrait lire 3 petits textes. Ceci n'est pas un conte, c'est une dizaine de pages. Madame de la Carlière, c'est un second conte, en forme de dialogue. Et le supplément au voyage de Bougainville, d'une 50aine de pages. Les 2 premiers contes sont des histoires d'amour, qui, comme le dit la chanson, là, se finissent mal en général. Ça se passe mal, c'est pas facile, c'est très dur, et tout le monde souffre de ça. Et le 3e texte, le supplément au voyage de Bougainville, au moment, quelques années après la découverte de Tahiti par Bougainville, et aussi par l'anglais Cook, montre comment, à Tahiti, tout serait merveilleusement bien organisé, de telle manière qu'on ne souffrirait plus d'histoires d'amour, qui se finissent mal. Et en fait, que se passe-t-il? Diderot, sous une forme de fiction, en fait, appelle à un droit au divorce, qui n'est pas une chose, bien sûr, agréable à faire, mais qui est une grande libération qui se produit 10 ou 20 ans après sa mort, pendant la Révolution française. Mais il y a aussi une grande liberté sexuelle, apparemment. Je dis apparemment parce que c'est plus compliqué que ça. Bon. Et si c'est une extraordinaire utopie, donc une fiction politique d'un monde meilleur qui permet de donner envie, qui donne envie d'améliorer notre monde réel, c'est parce que Diderot, toujours subtil, propose un texte dans lequel un aumônier et un tahitien discutent. Encore un dialogue? Oui. Et un dialogue sur ce dialogue, dans lequel A et B, 2 personnages... c'est une forme de commentaire, n'est-ce pas? Oui, lisent le dialogue entre l'aumônier et le tahitien, et d'autres encore, hein, et se demandent ce que l'on peut faire, nous, ici, aujourd'hui, de ce dialogue. Donc, on pourrait dire, en pastichant « Ceci n'est pas un conte », le titre, que cette utopie n'est pas une utopie. Ceci n'est pas une utopie, au sens où on croit habituellement, c'est-à-dire une rêverie. Bon. En fait, chez Thomas More déjà, chez Diderot ensuite, l'utopie, c'est une fiction pour inciter les gens à comprendre qu'on peut imaginer autre chose et transformer notre réalité. Et il y a toujours, donc chez Diderot, mais il y avait déjà chez Thomas More, une réflexion au second degré sur le texte imaginaire. Sur notre table ici, il y a 2 autres livres de Gerhard Stenger
sur Diderot, Alors, le combattant de la liberté, oui, qui vient alors, de paraître aux éditions Perrin. oui. Alors, je crois que, bon, il y a beaucoup de... un très grand nombre, bien sûr, d'ouvrages sur Diderot et d'ouvrages de Diderot à lire, mais pour le tricentenaire, peut-être que cette biographie donc, de Gerhard Stenger, Diderot, le combattant de la liberté, et peut-être est le livre dont j'espère, avec le petit esprit de Diderot, Tu le montres une fois, comme à la télévision. voici, qu'il sera, disons, largement diffusé et qu'il fera connaître la vie et l'œuvre, parce que c'est une biographie nourrie de 25 ans de recherche, de travail sur l'œuvre de Diderot. Donc ça, c'est un ouvrage intéressant. Il y a aussi une immense somme de Pierre Chartier qui s'appelle Vie de Diderot. Qui s'appelle Vie de Diderot, au pluriel, V-I-E-S. Oui, le premier volume, L'école du persiflage, voilà. Paru aussi aux éditions Hermann, qui édite d'ailleurs les œuvres complètes de Diderot aussi. Oui, qui édite aussi les œuvres complètes de Diderot. Les éditions Hermann, bon, qui est un grand éditeur des sciences et des arts et qui a mis en place depuis des dizaines d'années, donc c'est en voie d'achèvement, la grande nouvelle édition des œuvres complètes. Et alors Pierre Chartier, avec une très grande subtilité, en fait, publie en 3 volumes des vies de Diderot qui sont en fait ce qu'il appelle une biographie littéraire. Et évidemment, un auteur nous intéresse, mérite qu'on s'intéresse à sa vie par ses œuvres, ses textes, même s'il n'est pas du tout interdit, au contraire, de réfléchir au rapport entre sa vie et ses œuvres. Et ces vies de Diderot viennent d'obtenir un prix de l'Académie française et qui ont certainement apprécié non seulement l'immense travail issu de nombreuses réflexions qui ne sont d'ailleurs pas terminées. Pierre Chartier est en train d'écrire là maintenant un tout petit texte sur Diderot. Et aussi la subtilité du style et de la réflexion de Pierre Chartier, qui a aussi Diderot pour ami. Il y a encore un troisième, un dernier. Oui, alors c'est un texte qui me fait plaisir de présenter, parce que c'est un tout petit texte qui s'appelle Diderot en prison, qui est dû à 2 auteurs, l'auteur de la biographie Diderot, le combattant de la liberté, Gerhard Stenger, et un homme de théâtre, Henri Mariel. Et Diderot est quelqu'un qui, très certainement, attire d'abord des personnes qui... partagent peut-être je vais employer un mot que je suis tellement content d'avoir inventé et d'avoir offert à moi-même et aux autres, l'indisciplinarité. Diderot plaît à ceux qui n'acceptent pas les frontières disciplinaires et peut inviter aussi à se libérer de ces frontières disciplinaires quand elles empêchent de penser. Donc Gerhard Stenger est à la fois l'auteur de travaux très savants, c'est lui qui a édité dans les œuvres complètes par exemple la réfutation d'Helvétius, et puis c'est en même temps l'auteur d'une biographie, et puis en même temps avec son ami metteur en scène et auteur de pièces de théâtre, il vient d'écrire un Diderot en prison que j'espère faire jouer par exemple, qui est déjà joué à l'université de Nantes et ailleurs, ou dans la ville de Nantes. J'espère le faire jouer prochainement avec en même temps qu'une conférence que je dois faire au château de Vincennes, au fameux donjon dont nous parlions au tout début, parce que la vie de Diderot intellectuel commence plus ou moins avec cet épisode-là de Diderot enfermé, qui, de ce fait, a tellement envie de se libérer, de nous libérer. Bon, revenons encore une fois aux citations. Je vois il y a encore une sur l'éducation. Sur l'éducation. C'est ici. Elle est toute simple, mais elle est à méditer. Le maître tâtonne moins que son élève, mais il tâtonne aussi. En quel sens? En fait, Diderot explique dans d'autres citations que nous avons mises aussi avec Eric Van Sillegem dans l'esprit de Diderot, qu'il est important qu'un maître fasse voir à ses élèves comment il arrive à trouver de bonnes choses. Comment il développe ses idées? Oui, et donc aussi même qu'il montre aux élèves comment il peut se tromper, puis se rattraper. Donc tâtonner. Voilà. C'est ce que l'élève doit aussi apprendre lui-même, n'est-ce pas? Oui, et ainsi ne pas croire que le maître sait tout absolument, comme un dieu, comme un... Bon,
et que donc ou que c'est inné, on dirait aussi aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, Diderot critique aussi l'idée d'innéisme dans l'encyclopédie. Mais comprennent que l'élève doit comprendre que c'est un effort et un travail pour arriver à penser des choses, ou à découvrir des choses, ou être capable de faire des choses, parce que Diderot valorise aussi le travail manuel tout autant qu'intellectuel. Oui. Et puis, je pense aussi à celle-là sur la folie. Sur la folie, elle est tirée d'une lettre à Madame de Meaux. Oui. La langue du cœur est 1000 fois plus variée que celle de l'esprit. Et il est impossible de donner les règles de sa dialectique. Cela tient du délire, et ce n'est pas le délire. Cela tient du rêve, et ce n'est pas le rêve. Mais comme dans le rêve ou le délire, ce sont les fils du réseau qui commandent à leur origine. Le maître se résout à la condition d'interprète. Alors les fils du réseau, c'est le cerveau en fait. Hein. Enfin, c'est tout la physiologie du système nerveux et les rapports entre la pensée et le corps. Hein. Et donc le maître de tout cela, hein, notre belle conscience là, se contente d'interpréter ce que tous les fils du réseau des molécules, des atomes, des organes que nous sommes commandent. Et la différence ? La différence, à propos de la différence, jamais, depuis que le monde est monde, deux amants n'ont dit identiquement « je vous aime ». Et dans l'éternité qui lui reste à durer, jamais deux femmes ne répondront identiquement « vous êtes aimés ». Et ensuite, la liberté. C'est une citation tirée de Jacques le Fataliste et son maître. Oui, exact, je la lis. Et c'est une petite histoire en quelques lignes. Mais pour Dieu, lecteur, me dites-vous, où allait-il donc ? Mais pour Dieu, lecteur, vous répondrai-je, est-ce que l'on sait où l'on va ? Et vous, où allez-vous ? Faut-il que je vous rappelle l'aventure d'Ésope ? Son maître Xanthippe lui dit un soir d'été ou d'hiver, car les Grecs se baignaient dans toutes les saisons, « Ésope, va au bain. S'il y a peu de monde, nous nous baignerons. » Ésope part. Chemin faisant, il rencontre la patrouille d'Athènes. « Où vas-tu ?»« Où je vais, répond Ésope, je n'en sais rien. »« Tu n'en sais rien ? Marche en prison. »« Eh bien, reprit Ésope, ne l'avais-je pas bien dit que je ne savais pas où j'allais ? Je voulais aller au bain, et voilà que je vais en prison. » J'aime pas seulement le choix, mais j'aime aussi comment tu expliques les citations. Vas-y. C'est tout le paradoxe de la liberté et aussi de la possibilité d'anticiper sur le sens de sa vie ou sur ce qu'on va faire. Donc c'est très amusant parce que Ésope sait où il va au bain. Mais il sait qu'on ne sait jamais en fait vraiment où on va. Et donc il ne répond pas qu'il va au bain, il répond qu'il ne sait pas où il va. Alors la patrouille lui dit qu'il va aller en prison, et c'est donc parce qu'il pensait qu'il ne savait pas où il allait, et qu'il a répondu ainsi, que finalement, il a raison parce qu'il ne va pas au bain et il va en prison. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, il y a l'idée qu'on ne sait jamais où on va, mais de l'autre, il y a l'idée que tout phénomène est l'effet d'une cause. Et s'il avait dit qu'il allait au bain, il n'aurait pas été en prison, il aurait vraiment été au bain. Donc c'est un paradoxe très amusant et complexe. Et c'est pour ça que on peut avoir envie de relire plusieurs fois Jacques le Fataliste et son maître. Alors, une autre citation. Tu as encore à dire quelque chose sur l'imagination. Je voudrais reprendre cette citation avec une petite explication. Je la relis. J'aime mieux une belle chimère qui fait tenter de grandes choses qu'une réalité stérile, une prétendue sagesse qui jette et retient l'homme rare dans une stupide inertie. Ça aurait été bien pour un mur dans le métro, n'est-ce pas ? Oui, certainement. Mais donc des citations d'Esprit de Diderot ont été affichées sur de grands balcons de la grande halle aux farines de l'université Paris-Diderot. Et donc il y a, et ça me plaît beaucoup, une partie donc, de ces citations qui est véritablement dans l'espace public. Alors maintenant, comment commenter cela, mais bon, je dois dire aussi que, je vais la commenter avec plaisir, mais que
l'esprit de Diderot en général, et puis ce petit livre qui donne des citations, c'est justement c'est de donner de l'esprit aux autres. C'est-à-dire que, en fait, moi j'ai plaisir à commenter ça, mais toutes les phrases ou les bouts de pensée de Diderot donnent ce plaisir au lecteur d'avoir toujours envie d'interpréter, parce que les choses ne sont jamais claires avec lui. Et sont toujours suggestives. Et en fait, il met notre pensée en mouvement. Alors du coup, je vais remercier encore mon ami Diderot de me faire penser, et de penser en l'occurrence que je partage cette idée qu'une belle chimère, donc qui n'existe pas, mais qui fait tenter de grandes choses, c'est mieux qu'une sagesse qui ne fait rien faire. Et je crois que ça fait partie aussi de l'ouverture d'esprit d'un Diderot qui donc est, comme je l'ai dit, par exemple, un athée qui ne croit pas en Dieu, mais qui sait que nous avons tous besoin de croire, et à qui il plaît beaucoup d'agir grâce à des chimères ou à des idéaux ou à des rêves. Donc c'est quelqu'un qui se bat contre le fatalisme et une sagesse qui ne soit pas... C'est un grand sage, mais c'est un sage qui sait que le brin de folie fait partie de la sagesse, de celle qui peut nous donner du plaisir et en donner aux autres, en agissant, en accomplissant des choses aussi extraordinaires, par exemple que l'encyclopédie, 33 volumes en 25 ans, tenter de mettre en un livre tout le savoir du monde à ce moment-là, par exemple. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Et à bientôt. À bientôt. Bis bald. Bis bald.